I like to pick and roll, I like to give and go, and it's basketball, bow wow, let's go. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Temps Mort. Vous le savez, tous les lundis quand il est 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun. Et ce soir, nous produisons depuis Yaoundé, mesdames et messieurs, dans notre base à STV ici, parce que ici à Yaoundé, s'est tenu un ensemble d'activités sur le plan international et même sur le plan national, sur le plan international. C'est donc les éliminatoires FIBA Zone 4 qui sont tenus chez les dames ici durant 3 jours au Palais Polyvalent des Sports. Également à Road to Ball, les éliminatoires également 3 jours. Donc c'était 2 compétitions internationales éliminatoires couplées dont on va vous faire le point ici ce soir. Évidemment, pour ce samedi, la Fédération camerounaise de basketball a tenu son conseil d'administration. Après la fin de saison dernière où il n'a pas eu lieu, ce conseil d'administration. Et donc pour la fin de saison 2022, le président Samuel Ndoukou était donc aux côtés de toutes les autres parties prenantes pour évaluer la saison écoulée, les 2 saisons écoulées, on va même le dire comme ça, et projeter sur les prochaines saisons. On va en parler largement dans cette émission ce soir, amis téléspectateurs. Voilà qui fait le menu de cette émission. Bienvenue sur Temps Mort. Sur le plateau de nos studios de Yaoundé, ce soir, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, M. Camille Njoekiti, qui est avec nous ce soir. Camille, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous mes copanélistes, administrateurs de l'Africa Basket, et bonsoir à tous les téléspectateurs. On se retrouve à Yaoundé, c'est pas tous les jours. Une fois n'est pas coutume, effectivement, nous y sommes. Oui. Et donc, juste à ma droite, le directeur technique national expert FIBA, M. Gilles Boé, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort. Bonsoir à tout le plateau. Il y a une petite correction quand même. Boé Gilles est premier agent du technique national. Oui. C'est toujours un plaisir de venir commenter le basketball. Donc, on espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Bien sûr. À votre droite, donc, Monsieur Jules Diopo, qui est arbitre international, il était représentant des arbitres à ce conseil d'administration et membre de la CORB, l'association des arbitres officiels de basketball. Bonsoir. Et bonsoir Christian, effectivement. Bonsoir copanélistes et bonsoir tous les téléspectateurs. Et ben voilà. C'est pas tous les jours qu'on vous voit dans nos plateaux. Vous êtes venu une fois déjà? Oui, les premières émissions du Temps Mort, ça remonte peut-être à 4 ans si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps déjà. Oui, exactement. Un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Et donc, de l'autre côté, le président Yves Tsala, président de la Ligue de basketball pour le centre avec nous ce soir. Président Tsala, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les 5 entrants et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous voici dans Yaoundé. Oui, et bienvenue à Yaoundé. En même temps, tout ce monde n'est pas étranger à Yaoundé. Hein. On l'oublie très souvent, même si le secrétaire général est devenu quelqu'un de droit là. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien à Yaoundé, tout comme le DTN adjoint numéro 1. Qui fut à son temps un passeur, un bon passeur de balle, meneur passeur. Et donc, Camille, Yaoundé vient d'accueillir 2 éliminatoires et couplé FIBA Afrique Champions Cup, FIBA Champions Cup, Women Qualify et la Road to Ball. La Fédération camerounaise de basketball multiplie finalement, je veux dire quoi, l'encadrement de l'organisation de ces compétitions sur ces terres. Bah oui, vous le dites, nous avons effectivement été, on va dire, sollicités par FIBA Afrique Zone 4 pour abriter, premièrement c'était la compétition des messieurs et Road to Ball, parce que les autres pays avaient du mal à trouver un gymnase, on va dire, adéquat. C'est des mots qui nous reviennent ces derniers temps. Oui. Ouais, avait du mal à trouver des gymnases adéquats. Et donc, le dévolu avait été mis sur le Cameroun pour abriter, sachant que l'équipe du Cameroun elle-même ne prenait pas part à la compétition. Et voilà. Chemin faisant, FIBA a profité, et ça c'était quand même avec le touchement d'Africa Basket, pour pouvoir organiser les qualifications des dames, club champion dames.
sachant que ça fait 2 ans que cette compétition ne s'est pas du tout jouée. Et donc il était de bon ton que nous profitions de la présence à Yaoundé de FIBA pour pouvoir faire jeu de dames, puisque nous avions 2 équipes qui espéraient se déplacer. Et donc pour minimiser les coûts, nous avons accepté d'organiser cette compétition à Yaoundé. Et donc, finalement, les résultats, si au sortir de ces 2 compétitions, on peut dire que tout s'est passé comme on l'a espéré? Bon, pour ce qui est des messieurs, effectivement, nous n'étions pas trop concernés, mais nous avons quand même eu droit à de belles rencontres, on va le dire comme ça. En ce qui concerne les dames, bon, le résultat est un peu mitigé, parce que sur les 2 représentants que nous avions, un seul devrait continuer la compétition. Et c'est dommage, mais bon, comme on apprend toujours de toutes ces expériences, nous osons croire que la jeune équipe de l'Université de Douala aura pu apprendre quelque chose de cette expédition-là. Yves Tala, la zone 4 de retour, la dernière édition, ça date de 2019 déjà, lié au contexte Covid, tout s'est arrêté. Mais c'est plutôt de bon augure pour nos clubs sur le plan local de pouvoir affronter l'international à travers ces éliminatoires-là. Oui, absolument. Des filles ont pu se rendre compte de ce que c'est que l'international, surtout de jouer contre des filles qui ont une certaine expérience. Donc, au niveau de l'intensité, au niveau d'un certain nombre de choses, elles ont appris ce que c'était ce niveau. Donc, c'est une bonne chose, d'autant plus que chez les filles, il n'y a pas tout le temps ces compétitions et que on se prépare aussi pour d'autres compétitions internationales pour la saison prochaine. Donc, c'est toujours un moyen d'apprendre, de continuer à progresser et c'est une très belle chose pour le basket local. Jopo, les arbitres aussi, sur le plan des statistiques et tout, en termes d'officiels techniques de table, camerounais étaient véritablement représentés. Autour d'eux, vous vous êtes rendu compte qu'ils ont vraiment fait le job? Oui, bien sûr, Christian. Et de l'autre de la compétition, surtout chez les dames, c'est aussi bénéfique pour les arbitres, camerounais aussi, de montrer qu'on en a quand même du potentiel ici. Bien sûr. Et que aussi au niveau de management, de TM, les statistiques, il y a de quoi faire au Cameroun pour accueillir des compétitions encore plus grandes. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment pour pouvoir, je veux dire, en termes de nombre, pour pouvoir assurer véritablement? On a vu déjà qu'il y en a qui sont là, qui ont assuré, mais faudrait-il encore en avoir beaucoup plus? Oui, bien sûr, puisque la formation elle est continue. Donc on continue avec l'appui de la fédération, on continue de former le maximum de personnel dans le corps des métiers de officiels techniques en général, arbitres, commissaires, délégués, statisticiens, pour que Cameroun puisse, comment je peux dire, être le plus représenté possible dans ces compétitions internationales. Justement, pour les compétitions internationales, je rappelle que vous partez dans quelques jours pour une compétition internationale. Effectivement, le Road to Bâle, je serai au Niger à partir du 21 de ce mois. Pour la suite des qualifications dans les autres groupes. Exact. Allez, bon courage pour la suite. Alors, non, on attendait 4 équipes. Malheureusement, 3 ont pu compétir ici à Yaoundé. Les 2 équipes congolaises pour ce qui est des dames, FIBA Africa Champions Cup. Mais malheureusement, une seule d'entre elles est venue, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui est arrivée à Yaoundé. C'était déjà à quoi, Camille? Vous avez eu l'info? C'est les éternels problèmes que nous avons en Afrique. C'est le problème ce problème financier, parce que que ce soit chez les hommes ou chez les dames, il faut savoir qu'il y a AS Vita chez les messieurs qui n'a pas pu les 2 équipes sont de Lubumbashi, on nous a dit. Et donc c'est des équipes qui se sont préparées pour la compétition, mais à la dernière minute n'ont pas pu avoir les moyens suffisants pour rallier Yaoundé. Et malheureusement, c'est aussi l'autre preuve que nous avons le même type de problème en Afrique, peut-être en Afrique noire, mais nous avons le même type de problème. Parce que ça, c'est des problèmes auxquels nous sommes souvent confrontés, nous aussi avec nos équipes.
Mais ce n'est pas un peu récurrent ces derniers temps. Vous êtes en train de le signaler. Quand on revient sur les précédentes années, il y a toujours que, surtout en Afrique centrale, la zone 4, ça ne bouge pas beaucoup. Quel est le problème de la zone 4? On peut être mis seulement sur le plan des moyens. Parce que rappelons-le, cette compétition a été annoncée. Celles qui sont venues se sont préparées entre-temps. Mais on est qualifié. On sait qu'on va se projeter sur une compétition internationale et éliminatoire, mais on n'arrive pas finalement sur le terrain. C'est le éternel problème de l'économie de nos pays. C'est même pas seulement nos fédérations. L'économie va mal, c'est l'économie mondiale. C'est pas comme si au niveau des fédérations ça bouge. Regardez que c'est vrai que c'est la zone, mais même des pays ne parviennent pas souvent à se déplacer pour des compétitions. Je dis bien dans la zone 4. Donc c'est pas seulement le problème des clubs, c'est un problème global, peut-être de mentalité de nos gouvernants qui n'ont pas encore vu le bien fondé de financer nos disciplines sportives. Alors, monsieur l'expert, sur la question du bien fondé de financer les disciplines sportives, est-ce que ce n'est pas un peu un handicap pour le basketball dans notre sous-région de ne pas voir l'importance de financer ces compétitions-là? Moi, je ne pense pas que ce que certains vont dire que je prêche dans ma chapelle, je suis quand même un cas du ministère des Sports. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas au niveau de l'importance du financement. Je crois que le problème, c'est les difficultés budgétaires qui font ce que les priorités. Et je pense que tous ces États connaissent l'importance du financement, mais ils n'arrivent pas souvent à dégager les moyens suffisamment à temps. Je pense que sur le plateau, il y a un expert en marketing. Justement, on va arriver à lui. Et qu'il faudrait que peut-être les États trouvent d'autres mécanismes de financement, parce que on voit rapidement que très souvent, c'est les États qui prennent tous en charge. Et dans tous ces pays où l'État prend tous en charge, le problème se pose. Dans d'autres zones, quand on dit d'autres zones, peut-être le Maghreb et peut-être l'Afrique australe, c'est d'autres mécanismes de financement. Vous voyez ici, là-bas. Je crois qu'avec, il est clair aujourd'hui que le sport se développe comme de plus en plus comme un métier jusqu'à chez nous. Il faudrait mettre d'autres mécanismes de financement pour régler ces histoires, parce que c'est toujours difficile quand il n'y a pas la sérénité à l'approche d'une compétition pareille. Donc c'est toujours difficile. Une équipe doit, c'est un flux continu, quoi. On ne doit pas s'arrêter à un moment donné ou hésiter parce qu'on n'est pas sûr qu'un financement viendra pour nous permettre de réaliser nos rêves. Donc c'est la chaîne, si on a fait le championnat local, on est qualifié pour la Coupe d'Afrique, on sait où ça se joue, on se met en préparation et on la prépare. Donc moi je pense qu'il est urgent de trouver d'autres mécanismes de financement. Et puis je ne pense pas que nos États dorment, je crois qu'ils sont dessus, qu'ils trouvent d'autres mécanismes de financement parce que ça devient de plus en plus difficile. Et donc cela s'est fait sur le terrain, le résultat est connu, les qualifiés également sont connus. Le Cameroun qui avait 2 représentants, le champion et son vice-champion, le champion Overdose Upstation et son vice-champion Université de Douala étaient donc du côté de Yaoundé avec en face l'équipe de Caisse nationale de sécurité sociale. Ça s'est donc joué en triangulaire finalement. Toutes les équipes se sont affrontées sur 3 jours, soit un match par jour avec une équipe au repos. Et sur la première journée donc, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui a ouvert le bal face à l'Université de Douala, une rencontre qui s'est soldée sur le score de 68 à 66. Université de Douala, s'il fallait analyser cette rencontre, monsieur l'expert, vous l'avez regardé, j'imagine, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, est revenu au score, s'est fait battre de 2 points, mais c'était quand même une grosse domination congolaise, il faut le dire. Oui, bon, c'est clair que je crois que je l'ai dit précédemment, l'université, dans toute la structure, que ce soit administratif, technique, et même les joueurs comprennent, c'est 98% des personnes qui découvrent l'activité, qui découvrent la compétition internationale. Moi-même, j'étais dans le cas il y a une dizaine d'années, en termes de préparer une équipe pour la première fois à ce niveau, sur le plan administratif, sur le plan... c'est un énorme boulot. C'est ça aussi, c'est un énorme boulot qui a de l'influence
sur les performances sur le terrain avec l'organisation des équipes qu'on a. Ouais. Parce que toi, le coach, tu dois t'assurer que tous les joueurs ont un passeport, tout ça. Tu n'as plus la sérénité dans la passion technique. Donc, pour moi, à la fin, bon, CNSS, elles sont outillées à ce niveau. C'est une équipe qui revient depuis une vingtaine d'années. Je crois que ça, c'est la première différence. On a tout vu, on a tous vu que techniquement, ce n'est pas le grand fossé, mais c'est ce management-là qui a manqué à l'université. Et moi, je suis sûr que si on revient là dans 3 mois, ce ne sera pas les mêmes rencontres. Ça veut dire que ça va changer pour qui, ça va basculer pour qui? Pour l'université? Pour dire quoi? Pour dire que l'université va mieux dérouler son potentiel. C'est ça. Et ça fait aussi partie de ce que la fédération essaie de mettre sur pied. Il faut mieux structurer nos équipes pour que, Dieu pourra dire qu'il fait toujours la chapelle des coachs, mais c'est un coach, pour que le coach s'occupe à 99% des problèmes techniques du terrain. Parce que je suis sûr que si vous amenez le coach Ngougmanan ici, il va vous dire que 90% de son temps était de s'assurer qu'il sera à Yaoundé dans des conditions minimales. Et je n'ai plus sûr que sur le plan, il a donné le meilleur qu'il pouvait donner. Donc c'est un peu ça. Je crois que, bon, pour moi c'est dommage. C'est vrai, c'est juste un fil au premier, c'est 2 points d'écart à la fin. Donc, on aurait pu avoir les 2 équipes qualifiées. Je pense que le fait qu'elles ont participé, c'est déjà un plus et que c'est quelque chose de gagner à ce niveau-là. Et que dommage, les moyens ne nous permettent pas d'avoir ces compétitions pour que les gens puissent progresser. Jules, pour vous, ça se joue à quel niveau? Déjà, Christian, en tant qu'arbitre international, Oui. nous avons ce qui concerne l'aspect technique d'une compétition de basketball. Je suis là en tant que membre du conseil d'administration. Je n'ai répondu aux questions qui concernent... Bien sûr, vous n'analyserez pas la rencontre. Voilà, exactement, merci. Bon, Jules n'analysera donc pas la rencontre. Yves Tchala, perdre de 2 points face à une équipe qui est habituée de la compétition, est-ce que ça n'est pas montré un peu que quelque part on a du potentiel aussi? Si, bon, mais donc ça s'est joué sur les détails. On a vu que les Congolaises avaient de la peine en début de match. Après ça aussi, c'était normal de s'acclimater, etc. Mais après, elles sont passées devant. Elles ont largement mené pendant presque toute la rencontre, puis l'université a cravaché pour revenir et ça, elles ont monté des ressources mentales importantes pour pouvoir se libérer et revenir à égalité. Et malheureusement, elles sont battues sur le fil. Et comme on dit, c'est vraiment l'expérience. Certaines filles de CNSS sont vraiment des anciennes, sont là depuis un bout et certainement voulaient prendre leur revanche aussi. Après 2019, où FAP était allé les battre là-bas à Kinshasa pour prendre ce titre, et elles sont arrivées revanchardes aussi et elles ont fait la différence, notamment à l'intérieur, avec des filles vraiment rompues à la tâche qui vont profiter de toutes les miettes qui se trouvent là pour faire la différence. Donc ça s'est joué à ces détails de l'expérience pour moi. Et donc, il va falloir peut-être, on parle d'expérience, il y a la question de la compétitivité aussi, Camille. Le nombre de matchs sur le plan national pour l'université de Douala, on va rappeler que les Congolaises sortent encore de leur saison il y a pas longtemps, qui a été quand même assez longue. Ça aussi, ça peut jouer sur une rencontre comme celle-là. Ouais, disons que moi, je ne pense pas que ce soit lié à la densité de nos compétitions. Maintenant, vous le dites bien, les Congolais sortent de compétition. Nous, on avait un calendrier qui nous a permis d'arrêter nos compétitions en juillet. C'est dommage, parce que malheureusement, après juillet, nos équipes se sont arrêtées. L'université a repris peut-être il y a 1 mois, parce que on est revenu à la charge pour dire que les compétitions zonales vont se jouer bientôt. Donc, peut-être qu'ils ont commencé leur préparation tardivement. Mais moi, je pense que pour ce qui est du match, vraiment, CNSS contre l'université, c'est au niveau de l'impact physique que les Congolais ont mis pendant cette rencontre que ça s'est joué. Parce qu'elles ont mis tellement d'impact que les filles de l'université étaient
perdu, elles faisaient un pressing tout terrain. Je dis les mères de CNSS, elles faisaient un pressing tout terrain, nos filles perdaient le ballon un peu n'importe comment. Maintenant, le temps qu'elles se mettent au diapason de leur adversaire, c'était un peu tard, elles ont donc dû cravacher dur, se fatiguer aussi, parce qu'elles sont même revenues au score. Mais elles perdent maintenant sur un manque de vigilance à la fin. Blessure de Célia. Mais c'est aussi ça, la compétition de haut niveau. Ils vont certainement apprendre quelque chose de cette compétition. Les coachs aussi, d'ailleurs, ils le disaient, moi, il le dit peut-être sans le savoir, mais moi, justement, ces 3 dernières semaines, j'étais avec le coach groupe parce qu'on attend les documents, des joueuses, les passeports. Et l'interlocuteur, c'est effectivement un groupe. Comment un coach comme ça va se concentrer sur la préparation de l'équipe? Et j'ai encore l'espace administratif. Je le dis parce que je l'ai vécu. C'est lui qui devait envoyer les passeports, parler de la joueuse qui n'a pas le passeport. Comment est-ce qu'on peut trouver un passeport en 48 heures? Donc, c'est lui qui devait gérer ces problèmes-là, malheureusement. Et donc, avec ça, on ne peut pas avoir la lucidité nécessaire pour ne s'occuper que du côté technique de la chose. Mais ils vont apprendre de ce qui s'est passé. Et ça, c'est tout bénéfique pour nous. Oui, s'il faut ajouter quelque chose, vous n'allez pas demander à la FECA Basket d'avoir une saison de 13 mois passée au 24. La logique voudrait que, malheureusement, elle a expliqué, les pays qui ne peuvent pas accueillir et tout, et FIBA décide à un moment donné. C'est dommage. La RDC a joué peut-être 2 semaines avant, mais ils ont eu 2 semaines de compétition. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui font ce que les coachs ne peuvent pas déployer totalement leur potentiel. Mais le nombre de matchs quand même aussi, ça peut renforcer la compétitivité chez ces équipes. On dit la même chose. On dit la même chose. J'ai dit, on dit la même chose. Si ce match était joué peut-être le lendemain de la finale de la Coupe du Cameroun, dans la lancée, dans l'engouement, dans tout, peut-être l'université aurait une meilleure prestation. Donc l'université aura pêché quand même sur son temps de préparation. Ça, je ne veux pas, moi je n'ai pas suivi ces préparations, je ne peux pas le dire comme ça, mais j'ai dit... Ils ont travaillé, je crois, 3 semaines dans le gymnase. Tous ces problèmes qu'on énumère, on est tous d'accord, c'est des problèmes qui peuvent altérer soit la concentration du staff technique qui s'occupe d'autres choses, soit la préparation. Et puis, monsieur Wemé, nous avons, le vidéo dans les Finasco, vous avez un enfant qui découvre, qui vit à Bafoussam, qui découvre Bafan, qui découvre Bafoussam, parce qu'il va au final régional africain Finasco. Je suis que dans l'université, au moins 2 ou 3 jours, si on fait le passeport pour la première fois, à l'occasion de la compétition de l'autre jour. Ça, c'est ce qu'on retrouve toujours dans nos équipes. Ou bien qui prennent l'avion pour la première fois. Oh, tu as vu à Overdose, tu as senti des jeunes filles qui veulent participer ici comme Eka et tout, avoir un peu plus de sérénité parce qu'ils ont déjà fait l'habitude de ces genres de choses. Donc, il faudrait seulement multiplier ces genres d'occasions pour qu'à terme, on ait 60-70% de nos joueurs qui soient habitués à la compétition internationale. Et tout le monde gagnerait à ça. Oui, et sûr. L'Université de Douala, le lendemain, donc, a rencontré Overdose. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé à la finale de Coupe du Cameroun récente, il y a seulement 2 ou 3 mois. Gros écart quand même entre les 2 équipes, 49 à 86. Overdose qui était de repos la journée d'avant, Overdose qui aura travaillé depuis que le championnat s'est arrêté. On a discuté avec le coach Roger Dassi, la supériorité d'Overdose face à l'Université de Douala, avec la fatigue peut-être, c'était impossible pour l'université. Disons que sur cette confrontation, effectivement, je pense que l'université était fatiguée. L'impact la veille par CNSS a eu raison d'elle complètement. Ça, c'est... Parce que l'écart entre ces 2 équipes, à mon avis, n'est pas de 30-35 points, mais c'était le cas ce jour-là. Overdose se baladait complètement. Parce qu'on voit justement, hier, enfin, je veux dire que le jour où le détruit, le 3e jour, vous voyez que Overdose aussi trime contre CNSS. Overdose trime, même si, bon, elles finissent par l'emporter au finish, mais Overdose a trimé, c'est-à-dire qu'Overdose aussi avait une légère fatigue lié au match de la veille contre l'université qui n'était lui pas un match compliqué. Mais bon, voilà, mais toutes ces choses-là permettent aux entraîneurs, même ceux qui étaient à la tribune, je dis nos autres coachs qui regardaient la compétition, d'apprendre de ces
ces choses qui se passent pendant une compétition internationale. Parce que c'est pas pareil. Yeah. Ça, au moins, c'est sûr, c'est pas pareil. Oui. Yves Tchela, overdose, Université de Douala 49 à 86. Overdose se retrouve le lendemain face à CNSS. L'intensité dans ce match est vraiment au top. Quand on regarde, ça cogne de partout. La pression mise par CNSS Université de Douala, c'est la même pression pratiquement face à Overdose. Mais la préparation de Overdose aura permis de tenir quand même sur cette rencontre. Overdose a gagné, je rappelle, d'1 point. Oui. Overdose, effectivement, sur le match déjà contre l'Université de Douala, Overdose a su appuyer vraiment sur ce point, mettre une pression infernale sur les arrières d'Université de Douala qui sont habituellement celles qui font le match. Et donc, le trio des arrières neutralisé, notamment au niveau de leur adresse extérieure, parce que quand vous regardez les chiffres, Université de Douala qui marque beaucoup à l'extérieur et à 2 sur 24 à 3 points. 2 sur 24, dont Josiane est à 0 sur 10 à 3 points. Donc, comprenez que à partir de là, Université de Douala va déjouer. Et le lendemain, Overdose a d'énormes difficultés en début de match. C'est pareil. Les Congolaises mettent une intensité incroyable, arrachent les ballons et mettent les paniers faciles. Et donc, Overdose, heureusement, ressort un peu dans le match grâce à Rebecca, je crois, qui en première mi-temps quand même met plus de 10 points pour permettre que Overdose surnage quand même dans cette première mi-temps pour limiter les dégâts et maintenant revenir en deuxième mi-temps et vraiment sans les intérieurs choisir complètement jouer small ball, ce qui faisait que la Congolaise là, elle nous mettait vraiment très mal à l'aise. Je crois qu'elle a fini avec 36 points quand même à l'intérieur et Karine était la plus grande à essayer de se battre, épuiser et remonter. Mais Overdose a aussi montré cette expérience, comme Gilles l'a dit, d'avoir ces filles-là qui ont quand même ce vécu de compétition parce que ce 3 points-là, j'ai senti que Siloise allait le prendre. Et j'ai vu comment elle partait, j'ai su qu'elle va s'arrêter pour prendre ce tir et prendre ce tir avec assurance, qui était même bien contesté, mais elle ne regardait que le panier et j'étais quasiment sûr qu'elle va marquer parce que ça a l'air comme ça simple, mais c'est des actions vraiment où c'est des joueuses qui ont un certain niveau d'expérience à un moment donné, de confiance, de maturité qui vont arriver. Karine, c'est pareil. Karine a 1 sur 5 au lancer, mais c'est ce 5e lancer qu'elle marque. Avant le 5e lancer qui donne la victoire, elle a raté 4 lancers d'affilée. Mais ce lancer, il faut le marquer pour gagner le match, alors qu'elle vient d'en rater 4. Donc c'est des éléments quand même qui sont des éléments importants pour quand des joueuses ont déjà un vécu. Et c'est pareil pour le dernier ballon, tout le monde sait qu'on va le donner à Karine. On sait qu'elle va le prendre de l'arrière et qu'elle va l'amener. Elle sait qu'elle doit aller jusqu'en dessous pour provoquer cette faute. Donc c'est ça et c'était vraiment... Et la gestion aussi, Siloise, après le 3 points, il faut dépendre, on la sort. Voilà, ouais, parce qu'on sait que là, ça va être la défense et Dieu, il faut mettre l'intensité, elle va peut-être pas suivre. Et puis après, sur l'attaque, il faut la remettre parce qu'elle a cette lucidité. Donc, il y a un vécu déjà quand même à ce niveau-là qui permet de gérer certaines situations. Et comme on dit, basculer d'un point là-bas ou un point de l'autre, très souvent, c'est pas du hasard. Hein, c'est quand même des choses assez pensées qui produisent cela. Et donc, finalement, pour Maputo, c'est une seule qui ira. C'est Overdose Obstation, au grand regret des universités de Douala qui devra encore aller travailler et apprendre davantage de la compétition internationale. D'ailleurs, le Congo met tout cela, tout ce passage à vide à l'actif de ceux dont nous avons parlé ici. On l'écoute dans cet élément. Bon, il faut déjà avouer que c'est pas à ça qu'on s'attendait.
Mais dans une compétition comme celle-ci, on apprend beaucoup plus. Donc maintenant, nous avons découvert les standards et les exigences de la haute compétition à l'international. Nous allons travailler plus dur. Nous allons nous remettre au travail pour revenir encore plus fort dès l'année prochaine. Bon, nous avons aussi je pense que nous devons déjà faire des bons recrutements. Là, d'abord sur le plan des recrutements et aussi sur le plan de l'intensité, du jeu, le mental et tout le reste. Je pense que là aussi, nous avons beaucoup de choses à travailler. Les Congolaises sont qualifiées, mais elles ne sont pas très heureuses à l'issue de cette rencontre. On les a vus, leur meneuse Ketia, qui aura porté cette équipe tout au long des deux rencontres et a fini en larmes parce que perdre sur un point, se faire rattraper et perdre comme ça en fin de rencontre, c'est dur, difficile à digérer. Malheureusement, Overdose a eu l'apport de son public qui à un moment a fait paniquer. Moi, je l'ai vu, les Congolaises, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu ce public, mais à ce moment-là, quand ça criait défense de partout, on a beaucoup paniqué dans le camp congolais, et ce qui a donné donc un ascendant psychologique à cette équipe de Overdose. Overdose finit donc avec 2 victoires, champion de la zone, et CNSS deuxième, qualifié également pendant cette compétition, donc c'est 1 victoire et 1 défaite. Je vous propose dans cet élément d'écouter le coach Roger Dassi Acha et bien évidemment le coach Coco Adé qui reviennent sur leur participation en général à ce tournoi qualificatif 2004. Bon, en fait, je dirais que depuis le début du match, le match était à notre portée, seulement qu'à la fin, on a commis beaucoup d'erreurs par rapport à la rotation défensive et à la précipitation aussi de mener. Je parle de moi et ma coéquipière, la malgérance du temps à la fin. Mais on fera vraiment un effort, on va travailler sur ça pour que prochainement ça soit meilleur. Des matchs comme ça, si vous n'avez pas de concentration, c'est directement un manque de gestion. Voilà, donc elle vient de le dire, des pertes de ballon, un manque de concentration. Lorsque vous êtes devant, vous ne pouvez pas être pressé. Donc on a insisté sur ça, mais malheureusement, les filles étaient un peu trop pressées à la fin. On ne devait pas jouer comme ça à la fin et ça ne pardonne pas. Parce qu'on devait gérer le match, on était devant, on ne devait pas attaquer après 8 secondes, après 9 secondes, c'est impossible. Voilà, et lorsque vous attaquez comme ça ne pardonne pas. Voilà, donc c'était un match dur, il y avait l'agressivité devant, nous on avait la résistance aussi, mais après ça s'est joué dans le détail, avec les détails ça ne pardonne pas. Vous perdez de ballon comme ça en moins de secondes, en moins de 8 secondes, et voilà, ça ne pardonne pas. Et à la fin aussi, vous laissez l'adversaire prendre jusqu'à la bouteille et venir marquer un panier, plus une faute. Ça, c'est des choses à corriger. Voilà. Eh bien, ce n'est pas seulement un travail physique qu'on fait. On fait aussi un travail mental. Comme vous l'avez vu au terrain, on a été mené tout le match, et on n'a rien lâché. On a gagné ce match à la dernière seconde. Ça veut dire qu'en plus du travail physique, et en tant ce qu'on fait, il y a un travail psychologique et mental que le coach nous fait subir. D'abord, c'était difficile à adapter parce que l'équipe a bien regardé nos matchs hier. Tu sais, le coach, quand je suivi l'interview, on a regardé les matchs de Overdose et ils étaient au terrain. Et c'était un peu difficile. Notre joueur, les joueurs majeurs ne pouvaient pas tenir. C'était un aspect technique. Il fallait le lever et mettre les plus jeunes, les plus joueurs un peu physiques au terrain, essayer de contester et pour essayer de réduire l'écart et jouer avec les plus expériences à la dernière minute. C'était un peu ce que j'ai lié au premier quart-temps et j'ai essayé d'adapter. C'est pour ça que je continue à pousser le joueur, à encourager les équipes. On doit gagner le match. Mais c'est quoi? Et chaque quart-temps, j'ai essayé de faire réduire le score à un moment. Et c'est tout. Ce qu'on a mis en place, c'est ce que j'ai lu. La balle revient pour la
troisième saison, saison 3, et c'est le Cameroun qui ouvre les hostilités. Le groupe B ici à Yaoundé a donc attendait 4 équipes. 3 sont venues. On parlait justement de ces équipes de Lumumbashi qui ont répondu absent à cette compétition. Mais Espoir Basket Espoir Basket du Gabon était bien évidemment présent. Nueva Era de Guinée équatoriale était là. Et puis Bangui Sporting Club de RCA était également là, mené par le coach Jean-Claude Ntep, quand ils sont arrivés au Cameroun, mais qui malheureusement a fini un petit peu sur le banc en deuxième position. Mais bon, apparemment c'était une question de gestion en interne dans l'équipe. Mais belle prestation de cette équipe centrafricaine. Alors, Yves Tiala, 3 années d'existence pour Bangui Sporting Club. Arriver à ce niveau de compétition avec des renforts, même seulement déjà à cette étape de la compétition, on n'a pas beaucoup vu ça chez certaines équipes. Oui, j'étais assez surpris de voir leur roster dès le premier tour. Ça montre l'ambition qu'ils avaient. C'était clairement pas de s'arrêter au premier tour, d'aller au moins au deuxième ou jusqu'à la phase de poule de la balle, parce que beaucoup d'efforts dans le roster qui est fait, et même dans la préparation. Ils sont arrivés assez tôt ici, c'était assez professionnel, les matchs amicaux, ils se sont vraiment donné tous les moyens pour pouvoir obtenir leur qualification. Et comme on disait là, ils ont aussi appris, ça contraste beaucoup avec la participation de Tondema la saison dernière, qui est arrivé par bus en moitié le jour des matchs, qui a qualifié, je crois, 7 joueurs pour le premier match. Voilà, donc ils ont su tirer aussi, partir de tout ça, les leçons pour se dire que là, il faut une autre participation, il faut se préparer, il faut se structurer pour pouvoir arriver à la performance. Et donc, personne n'est surpris au vu de ce roster et de la préparation que l'équipe passe au second tour. 2 victoires donc sur l'ensemble de ces 2 rencontres face à Espoir Basket 71-49, face à Nueva Era 60-69. Nueva Era un peu difficile quand même pour Bangui de s'en sortir face à cette équipe. On voit quand même 9 points. Ça a beaucoup joué entre les deux. Bon, on va dire déjà c'était les 2 meilleures équipes de ce groupe. Et ça s'est effectivement joué. Mais moi, ce que moi je dirais pas de Nueva Era, mais plutôt de Bangui, c'est que c'est un groupe pour moi qui ne peut pas aller loin s'il reste en l'état. Parce que les renforts, pour moi, ils sont vieillissants. Et même ici à Yaoundé, déjà, on a vu que c'était très poussif pour Guéret, quand on sait que c'est un joueur plus virevoltant que ce que nous avons vu. Voilà, maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il ne pourra pas faire long feu. Le Rwandais, là, Gassama même, c'était poussif, c'était assez poussif. Donc vraiment, moi je pense que si cette équipe ne se renforce pas plus que ça, même au Final 16, ils ne pourront pas aller loin. Maintenant, on a peut-être vu le jeune Ngepi, le Camerounais, qui finalement était un joueur sur qui cette équipe a compté pendant toute la compétition. Voilà. Par rapport aux Équato-Guinéens, sincèrement, les Équato-Guinéens avaient 2 joueurs, on va dire américains là, qui jouaient seuls. Pour moi, ils jouaient seuls. Et les autres les aidaient un peu, mais vraiment, ils jouaient seuls, pas du tout collectif. Ils jouaient le basket pour que les autres. C'est une équipe qui n'a véritablement pas d'expérience. C'était peut-être leur première expérience, mais même si elle s'est renforcée, c'était leur première expérience. On verra bien ce que ça donnera, mais eux aussi, s'ils ne se renforcent pas plus que ça, parce que nous tous, nous avons une idée de ce que c'est que la balle. Ces équipes ne pourront pas faire long feu si elles continuent en l'état. J'ose croire qu'elles vont se renforcer. Espoir. C'est vraiment l'espoir. Vraiment, l'équipe du Gabon, c'est l'espoir. Moi, il m'a plu parce que les joueurs, ils jouent sans stress. Ils jouent. Dans cette équipe, moi, j'ai reconnu, sans même poser des questions, 3 ou 4 jeunes qui étaient dans le documentaire de Canal, là, il y a 2 ans, 3 ans. 3 ou 4. D'ailleurs, le meneur, lui, c'est sûr, il était dans ce documentaire.
le head coach aussi, l'assistant de la dame là aussi. Donc véritablement, c'est certainement l'espoir du basketball gabonais que nous avons vu devant nous il y a quelques jours. Si ce groupe continue comme ça, c'est très certainement que dans 2 voire 3 ans, ce sera une équipe très forte. Monsieur l'expert, Nueva Era, jeune équipe quand même, qui aura joué son basket, mais qui aura tutoyé Nueva Era sur la dernière rencontre qui était justement qualificative pour l'une d'entre les 2 équipes. Ça se jouait là, c'était cette finale-là. Perdre de 2 points. La jeunesse. Moi, je suis un peu un technicien. Bon, donc, je crois que là, j'ai fini par ce qui était le plus important. On vient faire quoi? On vient pour espérer des choses sur le long terme. Ou bien on vient sur une saison, mettre tout le paquet, ramasser tout ce qu'on voit sur la route pour espérer passer une place à la balle. Nous tous on voit la balle. Oui. Renforcer à 200%, on connaît où, on imagine à peu près où les équipes sont qualifiées, vont s'arrêter. Parce qu'en face, c'est des machines de guerre, bien huilées administrativement, financièrement et tout. Moi, j'ai adoré l'approche de la compétition de mes amis gabonais. Certains diront que c'est mes amis, oui, c'est mes amis. Je ne peux pas les nier ici. J'ai apprécié leur approche parce qu'aujourd'hui, pour amener ces 12 10 gars, gagner ces grosses expériences pour qu'ils passent une étape, tous les remarques de la fédération sont claires. La plupart, il y a 2-3 ans, ils étaient dans les centres de formation, ils jouaient des YouTube. Moi, je préfère cette approche à l'approche des autres. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr, on a parlé d'abord de notre compatriote, le Contep, je ne suis pas sûr qu'au retour à Bangui, ils vont réussir à tout rafistoler. Parce que c'est bien beau de prendre le Rwandais, l'Américain qui viennent faire... oui, mais après l'impact sur le basketball local. Ça, c'est la petite dérive de la balle. Et si on ne la contrôle pas, on n'aura plus d'impact sur le basketball local. Parce que cette permission-là, c'est qu'on voit bien, on a maximum 6 joueurs locaux qu'on peut amener. Et puis là, ça donne... Moi, bon, techniquement, il est clair que Bangui avait des joueurs au-dessus des autres qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Les Américains, moi encore, je n'ai pas regardé avec suffisamment de précision pour savoir quel était américain, mais il y avait un ou 2 joueurs qui étaient au-dessus qui faisaient les choses. On a bien vu que les Équatos, parce que j'ai fait le commentaire avec les coachs japonais, je leur ai dit, les équipes guinéennes ont une qualité, que vous voulez ou pas. Ils restent solidaires pendant 90, pendant toute la rencontre, 40 minutes. On a vu quand les Gabonais, vous avez un moment donné qu'ils sont en train de craquer, non, ils trouvent toujours ils sont là. Et on a vu qu'au début, c'était roue libre contre les Centrafricains, mais après, ça a failli se compliquer, ça c'est juste un des détails d'aller revenir. Renforcer, oui, ça dépend de leurs objectifs. Moi, je pense vraiment que pour que la mécanique ne se casse pas, et bien, c'est 2 équipes qui doivent plutôt se donner un gros stage, un bon stage pour permettre de passer une étape. Parce qu'aujourd'hui, FAP souvent ils sont à un niveau. Pour qu'ils suivent aussi, pour rester à un niveau, pour progresser étape par étape. Mais s'ils veulent aller, si vous avez des super joueurs pour aller gagner la balle, ça va coûter plus cher. Et puis, il reste se casser. Bon, voilà comment je vois. Bon, mais en termes d'équipe, moi j'ai dit, bon, moi j'ai adoré l'espoir. Et puis bon, s'il fallait choisir, moi je pense que nous avons été beaucoup, je ne sais pas comment ils l'ont fait, beaucoup plus équipe que les autres. Au final. Et voilà. On va rappeler que finalement c'est Nueva Era qui est qualifié pour cette... ça fait aussi basculer d'un côté comme de l'autre. Ça c'est je suis... C'est un panier au buzzer. C'est un panier au buzzer. C'est un panier au buzzer. Malheureusement pour les jeunes de Espoir, on aurait voulu voir cette jeunesse ambitieuse, forte et qui aura tout donné sur le terrain, passer pour cette élite 16, mais comme vous le dites, ce n'est que partie remise parce qu'à ce moment, ils auront gagné en expérience. Alors, je vais vous proposer d'écouter
donc le coach de Espoir Basket qui revient sur cette compétition, fait le bilan totalement. Nous avons manqué de lucidité au moment où il le fallait. Je pense que c'était à cause du stress et du fait que nous soyons très jeunes. Donc nous allons travailler encore plus pour arranger cela. Voilà, déjà à 2 points nous sommes à 21%, parce qu'on a raté énormément de tirs. Et à 3 points nous sommes à 20%. On a énormément manqué l'adresse et ça c'est dommage parce que ça nous a quand même rendu le match un peu difficile. Mais que cela ne tienne, je considère que nous n'avons pas d'excuses. En ce qui concerne nos staff techniques, nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes venus ici avec pour objectif de nous qualifier au second tour. Nous sommes conscients que l'équipe est bien jeune, mais nous avons confiance à notre travail et aux qualités des joueurs. C'est vrai qu'en termes de gestion de pression, ça a été difficile. Mais c'est vrai que pour le match d'aujourd'hui, on va dire que le manque d'expérience, c'est un fait, mais le manque d'adresse nous a énormément fait mal. Il y a beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent qui ont été investis. Donc on va dire qu'il y a toujours du regret. Quand vous arrivez avec un objectif, celui de se qualifier, et que vous n'êtes pas qualifié, on ne peut pas être satisfait. Mais cela dit, Nelson Mandela a dit que quand on ne perd jamais. Si on ne gagne pas, on apprend. Donc c'est avec cette philosophie que nous repartons au pays. Voilà. Il y a des regrets, c'est vrai, mais il y a énormément de satisfaction aussi. Voir des jeunes, première compétition internationale, tenir tête aux meilleures équipes de la zone 4, je tire le chapeau à mes joueurs en fait. Bangui et Nueva Era iront donc à l'élite 16, peut-être à Abidjan, peut-être au Cameroun, je ne sais pas. C'est Abidjan qui est calé. Pour l'instant, c'est à Abidjan, parce que ça change entre-temps. Mais le Cameroun n'est pas loin de se proposer. Apparemment, le Cameroun a tellement faim de... Le problème d'Abidjan, c'est qu'Abidjan doit se qualifier et ce sera à Niamey. Donc, Abidjan peut ne pas se qualifier. Donc, c'est... Voilà. Wow. ABC qui doit se qualifier. Finalement, donc, mais ces deux-là seront dans le groupe E, rappelons-le, avec les AS Salé, FAP, Slack et tout ça, parce que c'est les deux premiers du groupe A et du groupe B qui seront donc dans le groupe E, et puis les deux premiers du groupe C et D vont rejoindre le groupe F de Cape Town. Je vous propose d'écouter les deux équipes qui finalement auront décoché leur ticket pour l'élite 16, à savoir Bangui Sporting Club et l'équipe de Nueva Era de Guinée équatoriale. D'abord, Bangui Sporting Club, c'est un club qui est jeune, qui vient sortir il n'y a même pas 3 ans, 4 ans. Donc aujourd'hui, c'est un exploit. C'est un exploit et déjà pour le pays, c'est quelque chose d'énorme parce que ça fait longtemps qu'une équipe centrafricaine s'est qualifiée pour la phase finale ou au top 16, quelles que soient les compétitions en club. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'historique. Ce sera la première équipe qui va se qualifier en top 16 pour la BL. Donc aujourd'hui, on est satisfait de faire partie de cette histoire. Donc pour moi, personnellement, je suis content de faire partie de cette histoire, d'écrire mon nom dedans. Donc aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, on a su contrôler le match jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est satisfaisant. Parce que hier, c'était un peu dur. On a commencé, on n'était pas dedans. On a su prendre par rapport à l'expérience pour gagner hier. Mais aujourd'hui, on a contrôlé le match de début jusqu'à la fin. On a mis la main sur le match et on a gagné. Donc je dirais qu'on va essayer de travailler encore plus pour aller affronter les grosses équipes qui arrivent dans le top 16. On a tous vu les 2 éditions de bain. C'est pas des petites équipes qui arrivent. Tu as Monastir, tu as Zamalek, tu as des grosses équipes qui arrivent. C'est pas la blague. Donc il faut se renforcer. Il y a Petro, il faut se renforcer et se préparer bien pour affronter des équipes comme ça pour se qualifier pour la phase finale. The global of competition really is a great result for us. Yesterday, probably we played 3 quarters quite good, 1 quarter very bad, and we finally lose the game. We will play the last quarter, maybe the best basketball that we played yesterday. Finally, we lost, like I told before.
And today, we begin probably like yesterday, we beginning playing bad. We change the defense from individual to zone, and maybe our team go better. Today, I think it's a great thing it's a good job for my team. A good job really for all the team, for the people who stay in the 5 and the people who stay in the bank. We win the game from the defense, our defense, probably, because for me, our best thing that we have is the defense. We miss a lot of shoots, but from the defense and running, we win the match. Finally, like you asked to me, I think that it's a good tournament for us. We come here for try to pass to the second round, and for our team and our country, it's really a good day for us. La Fédération camerounaise de basketball a tenu ce jour de samedi 15 octobre son conseil d'administration. On va dire que c'était un petit peu couplé en termes de rapport, amis téléspectateurs, simplement parce que l'an dernier, il n'y a pas eu de conseil d'administration lié donc au contexte Covid, vous souvenez-vous. Et cette année, c'est Yaoundé, dans un hôtel de la capitale politique, que tout cela s'est tenu autour du président, donc. Tout le conseil d'administration, tous les administrateurs étaient présents. Pour certains se sont excusés, d'autres se seront fait représenter. Donc une convocation qui a été signée du président de la Fédération camerounaise de basketball, datée du 30 septembre, qui convoquait donc ce conseil d'administration, qui avait à l'ordre du jour le mot de bienvenue du président de la Fédération, l'appel des membres du conseil, la lecture et l'adoption du compte rendu du dernier conseil d'administration, le bilan des activités sportives de la saison 2021-2022 avec les débats qui ont suivi et le bilan financier de la saison 2021-2022 suivi des débats. Il y a eu également dans ce conseil d'administration la présentation et l'adoption du chronogramme des activités de la saison à venir 2022-2023 et aussi la présentation et l'adoption du projet du budget de cette même saison. À côté, donc, on a parlé de quelque chose d'assez intéressant pour le mouvement basketball national. Ce sont les élections des exécutives qui auront lieu, je vais dire, selon les prescriptions du ministère des Sports et de l'Éducation physique lors de leur dernière communication entre le 5 novembre prochain et le 12 décembre. Dans cet intervalle-là, il était donc important pour le conseil d'administration de se donner les outils d'aller à ces élections prochaines. Kabin Joekiti, vous qui présidiez avec le président de la Fédération camerounaise enfin vous qui rapportiez à côté le président de la Fédération camerounaise de basketball, M. Samuel Doku, ces travaux, quelles sont les résolutions qui sortent de cette... je veux dire, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de résolutions finalement adoptées au sortir de ce conseil d'administration et recommandations, si vous voulez? Bon, on va commencer par dire que les travaux se sont quand même déroulés dans une ambiance conviviale entre, on va dire, frères ou amis de cette grande famille du basketball. Maintenant, un certain nombre de résolutions ou recommandations ont été prises par le conseil d'administration pour essayer de baliser l'avenir de notre basketball. Par exemple, il a été question pour ce qui est des demandes de licence, la date limite a été arrêtée déjà pour le 22 novembre pour toutes les équipes au Cameroun, c'est-à-dire que ce soit en ligue régionale ou au niveau de l'équipe, le 22 novembre. Et un mois après le début des compétitions, on pourra rouvrir une autre fenêtre pour que les retardataires puissent compléter leur dossier, et ce pendant une semaine. Ça, c'était l'une des principales résolutions, parce qu'il faut savoir que nous prenions les dossiers de demande de licence, on va dire, tous les jours, jusqu'à la veille du championnat, enfin des finales à Coupe du Cameroun, ce qui n'est pas quelque chose de normal. Il était question de
de baliser un peu ça. Et notre résolution, c'est organiser les compétitions nationales d'élite uniquement dans les gymnases. Oui. Les gymnases dignes de ce nom, ça c'est aussi une des résolutions fortes qui est sortie de ce conseil. Proposer une nouvelle formule de championnat de jeunes. Essayer de voir comment est-ce que cette compétition pourrait s'organiser d'abord dans les zones avant qu'au final il y ait un regroupement national pour les équipes. Mais on a essayé de tenir compte des ligues qui ont déjà en elles-mêmes le nombre d'équipes de peut-être de 5 zones. Donc ces ligues-là pourraient, elles, jouer leur championnat normalement avant d'aller affronter les représentants des autres zones. Il a été question de revoir les formules de coupe et que tous les clubs qui vont s'affilier dans leur ligue dorénavant devront payer des frais d'affiliation à la coupe. Je dis bien coupe nationale. Devraient payer les frais d'affiliation à la coupe nationale et que les éliminatoires devraient commencer d'abord dans les ligues régionales avant de retrouver, on va dire, les 8 ou 10 clubs d'élite, selon le cas que nous aurons, avant de retrouver les 8 ou 10 clubs d'élite dans le cas des 8e ou des 16e de finale. Donc voilà un peu l'une des résolutions fortes qui dénature un peu, comment j'allais dire, les éliminatoires à la coupe, les formules que nous avions au quotidien ont été modifiées. Il a été question de décaler les demi-finales de la Coupe du Cameroun des juniors, parce que jusqu'à présent, les juniors, enfin les U18, jouaient leur demi-finale de Coupe du Cameroun le lendemain de leur finale du championnat national. Les uns et les autres ont estimé que physiquement, c'est souvent compliqué pour ces équipes-là. Donc, dorénavant, il y aura des demi-finales qui seront décalées, véritablement détachées du championnat national junior. Et enfin, il a été question que le bureau directeur se rapproche du ministère des Sports pour voir dans quelle mesure utiliser les infrastructures, les nouvelles infrastructures qui ont été dirigées par le chef de l'État. Donc que ce soit pour les compétitions nationales ou les compétitions de nos ligues régionales. Le Conseil a aussi demandé aux ligues régionales de désigner leurs 3 représentants du 3x3, le 3x3, pour que la Commission nationale puisse avoir de véritables interlocuteurs au quotidien afin que cette discipline de notre basketball puisse renaître, même si après sa première naissance, elle a un peu balbutié, pour que la discipline puisse véritablement renaître et qu'elle soit animée par ces points focaux-là que les ligues régionales vont désigner. Et il a été aussi question que les officiels, désormais les officiels et coachs qui doivent rester dans nos compétitions, que ce soit en ligue départementale, régionale ou nationale, devraient pouvoir être inscrits dans leurs différentes associations. Question de donner aussi un peu de pouvoir à ces associations, des entraîneurs et des arbitres. Et enfin, on a dit dans une semaine, la fédération se sera arrimée au statut type que le ministère voudrait bien imposer aux fédérations dans le cadre de la nouvelle loi de sport. Donc voilà un peu les petits points sur lesquels la fédération, enfin le conseil d'administration a pu ressortir pour que notre basket puisse mieux vivre. Bien. Gilles Dupont, vous venez d'écouter là un ensemble de recommandations quand même au sortir de ce conseil d'administration auquel vous avez d'ailleurs assisté. Quel est votre avis là-dessus? Déjà, nous avons été, comment je peux dire, un peu satisfaits d'une des résolutions prises par le Conseil, celle particulièrement qui concerne l'affiliation des corps de métier d'administration sportive, ce qui est déjà un pas dans la relation que Accorb essaye de mettre en place avec le bureau de la fédération. Vous estimez que l'Accorb n'était pas suffisamment reconnu, n'avait pas suffisamment la parole
auprès de cette fédération-là? Non, on va pas dire ça comme ça parce que parler comme ça, c'est vrai, penser que la COP c'est un syndicat, il faut que je le rappelle encore parce que beaucoup de personnes le pensent. La COP n'est pas un syndicat déjà. La COP c'est une association qui milite qui accompagne déjà la fédération dans sa mission, le développement du basketball, par la formation, par ses activités et par plein de petites, comment je peux dire, des événements qu'ils essaient de mettre en place pour promouvoir le basketball. Maintenant, après, c'est vrai que par moment, lorsque ces membres sont parfois, comment on va dire, mis en difficulté, elle quand même, parfois, elle prend la position de se rapprocher de la fédération pour essayer de voir comment ceci peut être... Elle prend la position de défenseur de ses membres, si j'ai bien compris. Pour ne pas employer l'expression syndicat. On ne va pas dire défenseur, mais voilà, c'est les intérêts du corps des métiers des arbitres. Parce que, il faut le dire, hein, beaucoup de Camerounais, de jeunes basketteurs se désintéressent de moins en moins à la pratique de l'arbitrage. Beaucoup plus veulent jouer et après beaucoup plus veulent coacher. Et si les arbitres, par exemple, si un terrain continue à subir des frustrations, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, ça ne va pas motiver parce que tout le monde ne peut pas devenir basketteur professionnel, vous ne pouvez pas devenir coach, je veux dire, de l'équipe nationale ou bien expert. Il y a cette fenêtre-là du métier du basket qui peut intéresser, qui donne la possibilité de jouer, parce qu'un arbitre c'est aussi un athlète, donc de jouer au basket d'une autre manière. Voilà. Ces corps de métier-là, monsieur l'expert, qui finalement, je veux dire que ces associations-là, qui vont finalement pouvoir se fédérer et pouvoir développer le mouvement sportif, justement dans ces différents corps de métier, notamment on parle là des arbitres, on a parlé également des coachs et aussi des joueurs. Pour ce qui est du cas des arbitres, vous pensez que véritablement la tripartite avec les clubs et l'administration, ça va pouvoir faire bon ménage désormais, depuis qu'au sortir de ce conseil d'administration, on a parlé de faire reconnaître finalement ces associations-là. Non, pas de faire reconnaître, de leur donner leur place, un peu plus de pouvoir. Parce que moi je pense que ce n'est pas des inventions camerounaises, c'est des prescriptions de la Fédération internationale. Dans ces corps de métier, il y a des associations au niveau international. Comme Ndiopo l'a si bien dit, c'est les mêmes objectifs. En fait. Ça permet de réunir un certain nombre de formations, ça permet d'information, ça permet de mieux mobiliser les gens, ça permet même de former, même si on sait que les certifications sont signées par la fédération. Donc, c'est toujours bien. Ça aide la fédération même à mieux les discipliner. C'est toujours bien que les gens s'autogèrent d'abord avant d'arriver voir le gendarme. Oui. Donc, si c'est que le gendarme vient directement frapper ton fils qui a fait la première bêtise, il y a un problème. Et quand l'association a quand même un certain pouvoir, ça fait que la fédération vient gérer les gros problèmes. Vient plus gérer donc, je crois que obliger les arbitres entre adhérer dans les associations, je crois que c'est un bon point. Mais il faut vous rappeler que ces associations existent depuis des décennies et puis font le maximum ce qu'ils peuvent pour encadrer leurs membres. Est-ce que ces associations, on peut dire aujourd'hui, monsieur Espel le dit, elles sont créées depuis, mais au vu, déjà je vais parler de ce projet de classification qui arrive, qui directement concerne tous ces corps de métier-là, notamment arbitres et entraîneurs principalement. Est-ce qu'on peut dire que depuis lors, ils ne jouaient pas véritablement leur rôle pour qu'on arrive à ce niveau-là de prise en charge de ces capacités? Non, je pense que les associations jouaient leur rôle. On discute avec les associations, chaque fois on travaille, mais simplement pour ce changement de niveau, je pense que ce n'était pas à ces associations, c'était au bureau directeur d'impulser pour que tout cela se mette en place. Mais on a du plaisir à travailler avec les associations, ce n'est pas facile chaque fois, mais c'est des cadres de concertation, de discussion
conditions qui permettent d'avancer sur les différentes conditions de jeu pour que ça s'améliore et que finalement la qualité totale du spectacle soit là. Mais donc c'est des interlocuteurs avec qui on travaille, je pense qu'on travaille plutôt bien. Je voulais ajouter quelque chose avant, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Le classement des entraîneurs, c'est un boulot de la fédération, pas le touche pas la direction technique. C'est maintenant qu'il y a peut-être le hasard voudrait que le président de l'association des entraîneurs soit aussi pleinement adjoint de la direction technique, mais c'est un boulot de la direction technique nationale. Et comme je l'ai si bien dit, nous on peut faire certaines formations, on peut faire circuler certaines informations, mais c'est à la fédération de délivrer les certifications d'entraîneur. Je crois qu'on va en parler de c'est la fédération qui signe les diplômes d'entraîneur. Je crois qu'on va véritablement dérouler avec vous ce projet de classification des entraîneurs. Peut-être comme on va revenir sur les autres recommandations tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il était important? Qu'est-ce qui va véritablement changer, Monsieur DTN, sur la mise en œuvre de cette classification-là, et chez les entraîneurs et chez les arbitres? Non, moi je pense que c'est... Comme on a dit, c'est des prescriptions, même la prescription internationale. C'est les choses qui existent dans les pays voisins. Je ne peux pas dire plus développés, je ne peux pas le dire comme ça, parce qu'on est quand même médaillé de bronze chez les filles. Je ne peux pas dire ça comme ça, mais qui existent dans les pays. Ça permet de ne pas attendre que les formations de FIBA, qui sont devenues un peu plus rares, qui sont un peu plus chères pour les fédérations. Ça permet un suivi un peu plus près des coachs. C'est clair qu'aujourd'hui, vous étiez au conseil d'administration, il y a un engouement énorme, surtout dans les centres de formation, dans les championnats de jeunes, avec la Ligue du Centre qui risque d'ajouter 2 mois sur le calendrier pour venir finir sa saison. Donc maintenant, tous ces coachs, quand les instituteurs FIBA Afrique arrivent, on ne peut pas lui mettre nos 150 coachs de championnat junior. Il faudrait d'ailleurs qu'au niveau local, nous fasse un trait. Et donc les certifications nationales d'entraîneurs nous permettent donc de pouvoir gérer le niveau de nos entraîneurs, nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas seulement le classement. Le classement, c'est le point de départ. Parce que beaucoup de gens pensent que le recensement qui est en train d'être fait pour classer les gens, c'est la fin. Non, ce n'est que le début. Donc maintenant, on ne va plus mélanger tout le monde dans le même paquet. Je vais prendre la Bible. Vous n'allez pas prendre Jeune Diopo pour le placer devant... dans un stade de la même classe que quelqu'un qui est arrivé hier, que vous et Gilles, par exemple, s'il va arbitrer. C'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est comme à l'école. Vous n'allez pas prendre un gars de terminale pour faire les cours avec quelqu'un de 6e. Donc, c'est cette évaluation qu'on est en train de faire. Maintenant, chacun va évoluer de manière graduelle. Et puis, peut-être vous former d'autres instructeurs, je ne sais pas. Donc, mais le but, c'est d'avoir des entraîneurs plus compétents et des entraîneurs qu'on contrôle mieux. Alors, par quoi faudrait-il passer maintenant? On parle d'entraîneurs plus compétents. Ça montre un peu le tri qui va être déjà fait au niveau de la réorganisation à ce niveau-là. On va partir de quoi? D'un diplôme à la base, d'une certaine compétence. Si on détaillait un petit peu la classification, ça partira de quoi? Ça part depuis la base. Si, mais ça part de moniteur. Entraîneur niveau premier degré qui est entraîneur de jeunes, pour finir entraîneur de 3e degré qui est un peu entraîneur de l'élite. Maintenant, vous débouchez sur nos grands frères les plus anciens, les plus outillés, qui ont étudié comme les instructeurs fédéraux pour former tout ce monde. L'essentiel, ce n'est pas l'exclusion, on n'est pas en train de vouloir exclure les gens, non. On est en train d'évaluer les gens, les répertorier, évaluer leurs compétences, pour leur apporter d'autres compétences. On va voir ce qu'ils ont, parce que chaque niveau de compétence a besoin de prérequis. Il y avait de compétences 0 aujourd'hui. Tu ne vas pas dire que même Joe ou bien Wumi, si tu veux coacher, le nombre de matchs que tu as vu, il y a certaines compétences que tu as développées. On vous avait commenté toutes ces rencontres tout à l'heure, avec les commentaires proches des nôtres. Donc, pour dire que chacun a les compétences, donc on a le CV un certain vécu. Et tout ça va nous permettre, avec les critères, les contenus de formation, de trouver dans quel cas chacun rentre. Parce que pour plein de gens, on est venu, on veut les exclure, on veut les empêcher de gérer surtout les centres de formation. Ce n'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Il faudrait bien que la fédération, maintenant, si ces centres de formation
ont des agréments et tout, que la fédération puisse aussi projeter tout ça, parce que la fédération ne peut pas rentrer aussi là-bas parce qu'elle ne contrôle pas. La fédération essaie aussi de contrôler ça. Parce que c'est trop facile de dire que la fédération n'aide pas à la formation. Si vous allez aider les gens que vous ne connaissez pas. C'est difficile. Il faudra les catégoriser. Donc, finalement. Et ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir gérer justement toutes ces catégories de personnes-là à la place qu'il faut, chacun à l'endroit où il faut être. Ben oui, je pense que l'expert brévien de l'affaire a pratiquement fait le tour. Ouais. Maintenant, ce que moi je peux ajouter, c'est quand même que pour encadrer à certains niveaux, il faudra aussi avoir, comment j'allais dire, le diplôme fédéral requis. Voilà. C'est-à-dire que il sera quand même interdit que le moniteur, celui qui a voilà, le moniteur se retrouve sur le banc d'un club d'élite. Même en tant qu'adjoint. Des petites choses comme ça qu'il faudra baliser à très court terme, parce que le championnat 2023 devrait commencer avec ce minimum de restrictions là. C'est-à-dire que quel est le niveau pour entraîner dans une école de basket, on va arrêter. J'ai utilisé peut-être le minimum d'orientation, on va quand même des restrictions. Disons que non, justement, c'est pas l'exclusion. Que les gens ne doivent pas comprendre ça comme une exclusion. On ne viendra jamais dans leur club les chasser. Et je pense qu'on se l'est dit. Il y a un certain nombre de petites choses que nous devons faire ensemble, et je pense que on va y arriver. C'est un début. Ils n'ont pas bien compris le concept au départ. Apparemment, il y avait des réticences, parce que quand on voit ces 3 derniers jours, je crois que c'est pendant ces 3 derniers jours qu'il y a eu le maximum d'inscriptions pour cette stratification. Qui commence d'ailleurs la saison prochaine, celle qui commence là. Oui, mais bon, c'est un début, on verra. Si c'est compliqué, on va y aller mollo. Mais je pense que la direction technique nationale est prête à donner véritablement le coup de main de ce côté-là pour que les choses puissent se faire dorénavant dans les normes. Monsieur Diopo, je reviens à vous. Il y a le statut des officiels techniques aussi, qui est assez intéressant quand même, qui permet de mettre chacun dans sa boîte finalement, de régulariser un petit peu le secteur. Oui, exactement. Là, c'est toujours un pas de plus vers la collaboration avec la fédération, ce qui est une bonne chose, parce que au-delà de ce statut d'arbitre qui va clarifier maintenant les formations, les différents types de formations, clarifier les stages de recyclage, de passage de grade, de formation. Et ça va permettre à ceux qui veulent intégrer le métier d'arbitre de savoir les étapes à suivre pour quitter d'un arbitre débutant à un arbitre international, parce que le document est assez clair là-dessus. Et en même temps, le document parle aussi, parce que ce n'est pas simplement des formations, ça parle aussi des responsabilités des arbitres envers la fédération dans l'arbitrage des rencontres de basket, dans le comportement, dans l'attitude, les différentes sanctions. Donc, en fait, ça parle aussi de la classification. Il y a déjà une classification qui existe, parce que depuis des années, à chaque début de saison, il y a un stage de recyclage, de formation de recyclage. Et à l'issue de ce stage, l'instructeur chargé d'évaluer les arbitres met à la disposition de la fédération les résultats du stage. Et à l'issue de cela, ceux qui ont bien performé sont qualifiés, avancent d'un grade qui est délivré effectivement pour la fédération. Et voilà, c'est un peu ça, tout ce qui est un peu dans le document que nous avons produit. Donc, en plus de cela, maintenant, la fédération cette année, ce qui a été un peu rare, en fait, a approché justement les arbitres pour leur demander aussi quelques points pour améliorer les déroulements des rencontres du basket. Donc, de leur faire des propositions, chose qui a été faite. Il y a un travail en commun. Voilà. Et ça va améliorer forcément la communication et forcément le basket va mieux se porter. Bien sûr, pour une meilleure collaboration entre la fédération et ces arbitres-là. Alors, Yves Tallard, grosso modo, sur ces recommandations, il y en a pratiquement 9 au sortir de ce conseil d'administration. Vous, qu'est-ce qui aura véritablement attiré votre attention?
Ben, il y a beaucoup de réformes. Du coup, c'est ça qui attire mon attention parce que justement, et moi je voulais toujours rappeler cela, c'est que les réformes, il faut qu'on les planifie, qu'on aille crescendo. Mais sur ça, évidemment, il fallait le faire. On en parle depuis. Je me souviens d'ailleurs que avec l'Esperado Sano, sur temps mort, on avait parlé de ça au sortir du stage qu'il avait fait ici. Il avait évoqué cette possibilité de développer une stratification et ne pas attendre uniquement les formations FIBA. Donc, sur ce point, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Maintenant, moi, je suis toujours naturellement plus vers la progression qu'on aille dans ce sens, c'est-à-dire que on recense l'existant et qu'à partir de l'existant, on puisse se projeter maintenant sur ce qui est possible de faire aux différents niveaux. C'est-à-dire, je prends un exemple, si on dit il faut tous tel niveau pour coacher ici, qu'on soit assuré qu'on ait les ressources nécessaires pour ces différents niveaux pour qu'on n'ait pas forcément quelqu'un d'une ville qui faille à mener dans une autre ville pour coacher parce qu'il faut ce niveau, mais qu'on sache qu'il y a cette évaluation qui va se faire avec le temps précis pour le faire, pour que ceux aussi qui sont réfractaires à ce maître-là soient progressivement largués, mais justement pas parce que il n'y a pas cette possibilité, mais parce qu'eux-mêmes ils se sont mis en marche pour que ce ne soit pas plutôt quelque chose qui les auto-exclut d'un point d'avancée. C'est surtout ça, mais sur les éléments qui ont été développés là dans le conseil d'administration, dans l'ensemble, c'est un mouvement vers lequel on doit pouvoir aller. Bien sûr. Et pour les compétitions, on parle quand même de monter à un autre niveau, se retrouver pour les compétitions nationales, voire régionales, oui. À jouer dans les standards oui. Maintenant, c'est-à-dire Mm-hmm. dans les gymnases réglementés. Oui. On avait l'un de nos rares gymnases, le collège de la Salle qui nous accueillait encore. On parle déjà du stade du gymnase de Japoma à Douala. C'est mieux de monter à ce niveau. Oui, techniquement, si on dit élite, ça va avec certaines caractéristiques qui sont importantes et je crois que ça va faire évoluer notre basket parce que on l'avait toujours dit, c'est assez compliqué de jouer sur des terrains avec des normes très différentes où ici vous jouez avec un terrain plus petit, des fois dans un même match vous jouez avec un anneau à 2,95 et puis la deuxième mi-temps à 3,10, donc dans tous les cas, aucun des anneaux même est aux normes et n'est adapté. Et puis bon, donc forcément, si on va sur cette base-là, que nos joueurs d'élite jouent déjà dans des conditions de ces niveaux, forcément, c'est intéressant. Voilà. Et donc, quand même, il faut relever que la fédération pour les compétitions antérieures a rencontré des difficultés. On en a parlé lors de ce conseil d'administration, notamment l'absence des sponsors, les infrastructures adaptées pour une pratique saine. On vient d'évoquer la question des infrastructures et bien sûr se projeter sur ce que nous avons déjà qui a été signé. Le retard sur les dépôts de dossiers administratifs des clubs et ligues, vous avez évoqué tout à l'heure pour la prochaine saison. Mais revenons sur le cas de l'absence des sponsors véritablement. Il faut rappeler que même la saison dernière, la Fédération camerounaise de basketball a eu recours à certains sponsors et on a collecté quand même un peu. On va parler de OneXBet qui a été là la saison dernière. On va parler quand même des brasseries du Cameroun qui vous ont accompagné la saison dernière et autres institutions de ce pays comme le Sénat, par exemple, qui était aussi là, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Finalement, tout cela aura concouru à avoir quand même quelque chose.
de meilleur pour cette saison écoulée? Bon, effectivement, ces sponsors nous ont aidés à, je veux dire, à faire le minimum que nous faisons jusqu'à présent, parce qu'il faut le dire, notre compétition n'est pas encore au standard voulu. Mais il faut aussi dire que ces sponsors-là, c'était du, comment j'allais dire, c'était du ponctuel, c'était des sponsors occasionnels. Oui. Pour telle ou telle compétition, ils disaient, bon, je vous apporte aussi en passant. Donc, ce n'était pas des partenaires au quotidien pour la fédération. Et pourtant, nous avons besoin et que nous tendons vers là. Ce n'est certainement pas le lieu ici de dire que nous avons des promesses fermes de partenariat pour les prochaines années. Justement, cette question m'amène à la question des partenariats de cette année. Je savais que vous alliez vers là. J'arrivais vers là. Avoir conclu. Alors, on parle quand même de 3 partenaires qui sont en train de se positionner, dont un aurait déjà conclu véritablement avec la Fédération camerounaise de basketball le processus de fonctionnement collégial à hauteur de 50 millions de francs CFA. On l'a bien entendu au sortir de ce conseil d'administration. On peut parler ici du sponsor en question? C'est vous qui parlez des chiffres. Moi, je ne connais pas les chiffres. Les chiffres ont été évoqués. Oui, peut-être. Par le président lui-même. Peut-être que je n'écoutais pas bien quand le président parlait. Toujours est-il que je sais qu'il y a des partenaires. Vraiment, je pense que ce n'est pas le lieu. Sauf si aujourd'hui vous avez accepté que qu'on fasse la pub sur votre chaîne. Mais bon, vraiment, il y a des sponsors. Comme cette émission, ce serait pas mal. Ça va certainement aider, mais je pense qu'il y aura un temps pour la grande annonce, certainement avec des images, parce qu'il faudra paraffer les documents de façon officielle. C'est ce que je peux dire. Vous savez que pour la plupart des entreprises d'un certain calibre, c'est la période pour caler les budgets. Et donc, c'est à l'occasion que, on va dire, la fédération a pu trouver un terrain d'entente avec déjà un qui est sûr, qui est étalé sur 4 ans. Les 100 millions. Et c'est 100 millions oui. Étalés sur 4 ans, donc à raison de 25 millions par saison. Moi, ce que je peux dire de ça, c'est que nous trimons depuis un certain nombre d'années, après le départ on avait on va dire, entreprises de téléphonie, il y a encore peut-être 7 ou 8 ans. Nous avons suffisamment trimé le basketball camerounais, et donc s'il est question de déjà remercier tous ceux avec qui nous trimons, parce que on tend certainement vers quelque chose de mieux après toutes ces galères-là. Bien sûr, sur les 3, se positionne sur une année à 50 millions, c'est encore en train d'être, le travail est encore en train d'être fait. On parle de ce qui est sorti du conseil d'administration, monsieur Lespère, j'invente rien. Et bien, et un autre donc qui se positionne sur une année pour 50 millions de francs CFA. Alors si tout cela se concrétise véritablement, monsieur l'expert, ça nous fait 200 millions de francs CFA. Bon, enfin, on va prendre ça, on fait 125 millions de francs CFA pour la saison prochaine. Vous faites les calculs. Je fais les calculs sur une projection. On se projette juste comme ça. Hein. On se projette aussi juste comme ça. C'est que la saucerie va entrer au basket. Ça nous fait quand même 125 millions de francs CFA. Le sponsor de 100 millions, c'est 25 millions par année. Et si on prend 50 ans, en plus, on fait 125 millions. De quoi? Des ressources de nature à apporter un coup de pouce véritable pour que notre basketball décolle véritablement, vous ne trouvez pas? C'est clair que nous tous nous savons que le potentiel est énorme en termes de ressources humaines, des joueurs, de coachs, d'arbitres. Il y a beaucoup de clubs. Mais il y a un gros chantier à faire en termes d'organisation, en termes de jouer dans les conditions idoines. On parlait des gymnases tout à l'heure. Parce que quand on dit basketball, c'est une activité sportive qui obéit à certains critères. Il faudrait qu'on rattrape ces critères en interne au plus tôt. On a parlé des problèmes d'organisation d'une équipe de UDLA, par exemple, programme administratif et tout ça. Je crois qu'on a besoin, tout ça c'est les moyens financiers qui aident les clubs à mieux se structurer, qui aident la discipline avec les secteurs de sérieux.
Moi, je suis un technicien. J'espère, je souhaite, je rêve que notre fédération atteigne les standards de certaines fédérations en termes de milliards la saison pour qu'on ne réfléchisse plus par rapport à un stage, une compétition. Bon, ça a été clair. On attend les annonces officielles. On sort du conseil d'administration, c'est de belles perspectives. Et on aimerait que tout ça se concrétise et que tout ça serve, comme vous le dites si bien, au développement de la discipline. Ça ne va pas seulement servir les coachs, et peut-être les arbitres, les joueurs, même les journalistes. Donc, effectivement, c'est des perspectives. Pour accompagner la promotion de ce sport. On espère que tout ça va se mettre sur pied. On connaît toutes ces actualités. Donc, on espère que tout ça se met sur pied. Parce que moi, je reste convaincu, parlant d'actualité, pour dire que, au-delà de tout, on est là depuis un certain nombre d'années. Et que chaque fois qu'il faut faire des choses sérieuses au basketball, je ne pense pas qu'en termes de ressources humaines, on crée. Non, on connaît tous que, quel que soit, on aura toujours besoin Dieu pour pouvoir arbitrer, tel pour former un coach, tel pour... C'est comme ça qu'on se connaît. On connaît les personnes actives dans tout mouvement sportif. On va faire 8 ans, 10 ans, ça va tourner autour de mêmes personnes. Bien sûr. Donc il serait important que, pour nous tous, que ces choses se concrétisent et que d'autres, parce que si ces choses se concrétisent et qu'on ait une organisation qui atteint les standards des milliards. Le potentiel est énorme. On est le seul pays africain qui a des joueurs NBA qui jouent 40 minutes, 30 minutes. Le potentiel est énorme, tout le monde le sait. Maintenant, c'est le problème d'organisation des moyens que c'est. Et oui, 855 millions, c'est ce qu'il faudra à la fédération cette année pour pouvoir mener à bien ces activités. Yves Tchala, comme quoi il faudra encore en trouver. Oui, il faudra en trouver. Là, il y a des compétitions internationales. Heureusement que sur ce plan, on a quand même aussi l'appui de la tutelle. Mais après, c'est toujours mieux de trouver des ressources additionnelles qui permettent d'être plus à l'aise, de mieux se préparer, de mieux s'organiser. Donc, il s'agit de ça. Allez, on a aussi dit, monsieur l'expert, que pour ce qui est des éliminatoires de coupe chez les petites catégories, compte tenu également du fait que ça ne se joue pas beaucoup, et de toutes les catégories d'ailleurs, ce sera par regroupement dans les régions. Et donc les régions vont se regrouper par pôle, on pourra dire comme ça, jouer et puis qualifier certains d'entre eux. Je trouve que c'est une formulation qui est vraiment pas mal, qui va permettre à ce que pas mal de joueurs soient en jambes et que les meilleurs soient véritablement qualifiés, et que la région du centre ne se taille plus la part du lion avec tout ce qu'elle a ici comme représentant qu'on connaît d'habitude. La région du centre n'a pas gagné le championnat des jeunes, attention. Mais si pour être un peu plus sérieux, je pense que il est impératif d'organiser des meilleures compétitions pour les jeunes, de multiplier le nombre de rencontres. Sauf que, comme on l'a si bien dit, la réflexion est ouverte. Et puis, on a besoin d'un certain nombre d'informations. Parce que je viens de parler des compétitions dans certaines régions. Ça ne sert à rien de dire maintenant que le secteur ouest, peut-être ouest, nord-ouest, sud-ouest vont jouer, alors que dans une ou deux régions, il n'y a pas d'équipe. Donc, quand les systèmes vont se lancer, on aura besoin d'un certain nombre d'informations et puis on va proposer au SG les formules des compétitions nationales. Parce que les compétitions régionales, la formule là, en fait, c'est ces réflexions qu'on n'a pas encore arrêté. Mais on va trouver pour que un jeune, quand même, sur une saison, puisse jouer une vingtaine, trentaine de rencontres. Puisqu'on dit souvent au quartier que les matchs dépassent l'entraînement. Donc, on va essayer de multiplier ça. Mais la réflexion est ouverte. Quand les ligues vont lancer les activités, on va voir l'engouement, on va trouver les formules. Bien sûr. Il y a donc sur le plan international la FIBA AfroCop pour 2023 qui aura un réel impact quand même sur nos joueurs, ceux qui évoluent sur le plan du continent, sur le plan continental, dans cette discipline. Mais il y a le retour du 3x3 qui va être réorganisé plus ou moins en termes de propositions qui ont été faites là-bas. Certains ont évoqué le fait que
peut-être ça se limitait à la chose d'une seule personne. Et donc, cela va être ouvert aux ligues pour qu'il y ait un meilleur développement du 3x3. C'est l'objectif. Bah oui, disons qu'effectivement, il est question de réorganiser j'appelle toujours ça cette discipline-là, parce que c'est quand même le 3x3. Qui est désormais olympique, même d'ailleurs. Voilà. Donc il faut permettre au président de la commission 3x3 actuelle de travailler avec des membrements qui seront désignés par les ligues régionales. Donc on a dit que les ligues régionales doivent désigner à peu près 3 personnes qui pourraient travailler pour le 3x3 déjà dans leur région et être de bons interlocuteurs pour la commission nationale. Étant entendu que cette discipline devient olympique, vous l'avez dit, et pourrait être une belle opportunité de sortir aussi d'abord pour nos jeunes, peut-être de médailles. Et voilà. Donc il est question de de remotiver ce pan de notre basket-là qui est un peu endormi ces derniers temps. Bien sûr. Allez, les U16, Yves Tala, finalement, auront un meilleur positionnement et une visibilité désormais. On sait toujours plein de ce qu'on avait des générations qui avaient traversé cette catégorie-là sans toutefois aller sur le plan international. Et donc, il y a les éliminatoires zone 4 masculin et féminin en U16 qui se préparent pour un afro, d'ailleurs, en 2023 en Tunisie. C'est pas mal, ça. Ce serait une belle chose. Déjà, je pense que dans mon histoire récente du basket que je connais, je n'ai pas vu de sélection de cette catégorie compétir. Moi, j'avais connu jusqu'au U18 et c'était très rare parce que je crois que les derniers U18, c'était en 2004, je pense, avec la finale contre le Nigeria à Dakar. Donc, les petites catégories... Oui. Voilà, donc je pense que c'est intéressant que ces équipes participent déjà aux compétitions africaines à cet âge pour plusieurs raisons. Déjà, de sentir le maillot national, cette fibre qui est quelque chose de fondamental, d'important. Et puis, ces collectifs qui se créent à ce moment, c'est des gens qui développent des affinités plus tard, un noyau qui grandissent ensemble et donc tous ces éléments, en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour les filles, ça vaut pour tout ça, de commencer à sentir la compétition, le haut niveau, jouer contre les pays adverses, pour tout ça. C'est un pan extrêmement important. J'espère vraiment qu'on pourra développer tout cela. Voilà, Jules Diopo, il y a la question des droits FIBA qui coûtent énormément à la fédération et que très prochainement, désormais, chaque arbitre, tout comme les entraîneurs aussi et les commissaires, devront payer leurs droits FIBA. Vous avez un problème avec ça? Tout ça va pour vous? Il a le droit de réserve. Il peut sortir le joker. Il a le droit. Hein. Non, mais au niveau national, déjà, nous payons nos licences. Ça, il faut le dire. Mais je pense, sauf si je me connais les tests, que ce qui concerne les droits FIBA, c'est la responsabilité de la fédération et de l'administration, je veux dire, du ministère, si je ne me trompe pas. Parce que après, si chaque arbitre doit aller payer sa licence, j'ai bien peur que ça va faire désordre à un moment. Ça va faire désordre si chaque arbitre, chaque coach doit aller payer sa propre licence dans les droits FIBA que la fédération doit, ou le gouvernement camerounais doit verser à la fédération internationale. Ça risque de faire désordre. Donc, je pense que le système dans lequel les pouvoirs publics sont chargés, c'est la fédération, je ne sais pas comment le candidat se faisait, le paiement se faisait. Je crois que c'est mieux de dans cette continuité-là. Dans cette continuité de la vie. Peut-être le problème, c'est que les avis ne savaient pas comment le paiement se faisait et que justement, on est au moment où il faut bien qu'ils payent. C'est peut-être à ce niveau, comment ça se passait, Camille? Il sait comment ça se passe. Non, disons que jusqu'à un moment, c'est l'État qui paye c'est l'État qui payait
parce que je pense que, pour la petite histoire, le président l'a raconté au conseil d'administration, ça fait 5 ans que pour le cas de la FECA Basket, les cotisations ne sont pas arrivées dans les caisses de FIBA, et donc FIBA ça à la fédération. Au moment des compétitions, on vous dit voilà, vous avez votre ardoise, si vous ne payez pas. Bon, disons que nous tombions de nuit parce que au quotidien, nous envoyons les détails de nos charges, les RIB même de la fédération internationale acquis de droit, c'est-à-dire le ministère des Sports. Et nous pensions que c'est des problèmes qui étaient soldés. Et malheureusement, depuis à peu près 5 ans, ce n'est pas le cas. Et donc, les arbitres, Mais les entraîneurs. Le président, il pense que les choses doivent se faire de façon... Oui, sinon, ils vont peut-être être mis de côté. Je pense que ce n'est pas avec ça que nous devons tendre. Mais plus précisément, moi, je pense que les officiels devraient discuter tranquillement avec l'administration de la fédération pour voir dans quelle mesure cela pourrait se faire sans casse. Donc ça reste ouvert. On va donc sortir de ce conseil d'administration avec l'Assemblée générale élective prochaine. Ce sera probablement entre le 5 novembre et le 12 décembre prochain, selon comme le ministère des Sports et de l'Éducation physique l'aura demandé. Mais pour ce qui est du cas de la Fédération camerounaise de basketball, il faut rappeler que dernière Assemblée générale élective, c'est quoi? C'est 2013. 2013, si je ne me trompe. Alors, comment est-ce que tout ça va se passer techniquement? On va vers où là? Ce sera quand? La date n'est peut-être pas encore connue, mais techniquement, comment tout cela est organisé? Il va sans dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas comment ça va se passer. Pour la fédération, comment elle organise? Parce que normalement, elle devrait, au niveau de ces textes, d'abord s'organiser. Sinon, ça se serait su au dernier conseil d'administration, ça se serait su. Je pense que le ministère a proposé un certain nombre de dates, un intervalle que les assemblées générales électives puissent se passer, mais avant cela, il faudra adopter les textes. Enfin, quand je dis adopter les textes, intégrer les éléments du statut type proposé par le ministère des Sports dans nos statuts actuels. Bon, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas la partie la plus compliquée, mais après cela, je pense que c'est peut-être l'Assemblée d'adoption des textes qui proposera maintenant un échéancier pour la suite. Bon, ça, je le dis entre parenthèses, en attendant, je ne sais pas, la circulaire, comment on appelle là, ils ont un document qui, avant les élections, là, une circulaire qui va effectivement organiser ces élections-là de façon claire et précise. Donc, alors qu'il est, c'est des données que nous n'avons pas encore et personne ne pourrait se projeter sur l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que les textes seront adoptés. Ils seront prêts et envoyés aux différents membres de l'Assemblée générale dans une semaine. C'est le délai que nous nous sommes donnés. Après quoi, l'Assemblée générale sera convoquée pour l'adoption de ces textes-là. Nous verrons. Et voilà. Au sortir de cette assemblée, j'allais dire de ce conseil d'administration, donc, le président Samuel Ndoukou a répondu aux questions de la presse qui certainement avait besoin d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé pendant ces travaux. Et voilà ses réponses dans cet élément. Je crois que ce qu'on retient, c'est la saison va redémarrer en janvier au niveau national et qu'au niveau régional, dès le mois de décembre, tout va reprendre. Et ce que tout le monde va entendre, c'est que c'est les élections. Les statuts de la fédération seront disponibles la semaine prochaine et on a défini le mode de validation de ces statuts et on aura les élections dans les régions à temps. Le calendrier a déjà été défini par le ministre entre le 5 novembre et le 12 décembre. Est-ce qu'on peut imaginer un renouvellement ou alors vous êtes candidat à votre section? Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi. Je n'ai pas encore décidé, donc le moment venu, je dirais. Mais dans un coin de votre tête, vous avez quand même une idée? Vous n'êtes pas dans ma tête. Pour l'instant, ma tête est là pour organiser le basketball et ma tête est plus importante. Ce qui est important pour le moment, c'est les sponsors que j'ai amenés à la fédération. Pour l'instant, la fédération a déjà au moins
3 sponsors. Je ne vais pas donner leur nom. Et je crois quand même que les montants sont considérables pour tenir la fédération. Les réformes, on a réformé la Coupe du Cameroun au niveau des seniors, messieurs et dames. Également, on a réformé aussi au niveau des jeunes. Ce ne sera pas un tournoi Coupe et Championnat. Ça, c'est aussi ça. Et évidemment, le plus gros changement ce soir sera sur les centres de formation. Donc, je sais que vous allez avoir bientôt les gens qui vont se plaindre parce que certains centres vont être fermés, parce que la direction technique va procéder à la certification des entraîneurs. Donc, ceux qui n'ont pas de diplôme ne pourront plus animer les centres de formation. Et c'est dans les 10 régions. Alors, seulement le président de la fédération sortant ne s'est pas prononcé sur si oui ou non il va se présenter pour un nouveau mandat. Camille Joy Kichi, vous êtes prêt à continuer tout de même? Le président n'a pas répondu. Non, comme je vous l'ai dit tantôt, je pense qu'il faut attendre la circulaire. La circulaire pourrait dire que ceux qui ont un mandat ou deux, là, vraiment, vous n'êtes plus candidat. On sera ridicule si on veut être candidat 2 mois avant. Je veux dire que le moment venu, très sincèrement, vous le saurez, vous nous ferez certainement parler à ce moment-là. Et pour l'instant, sincèrement, ce n'est pas le cas. Sinon, même le conseil d'administration ne l'auront pas organisé comme l'an dernier. Ça c'est l'erreur de l'an dernier que nous avons essayé de corriger cette année. L'an dernier aussi, à 2-3 mois du début de la saison, on parlait d'élections. Nous avons dit on va sursoir aux différentes réunions, on sait parce que ça va être convoqué de façon précise finalement. 1 an plus tard, nous nous sommes retrouvés là et nous étions ridicules. Monsieur l'expert, le bureau sortant ne se prononce pas. Pour vous, aujourd'hui, je vous pose la question de façon personnelle. Ce bureau sortant qui est là depuis pas mal d'années, est-il prêt à vous convaincre pour les prochaines au sortir de ce conseil d'administration? Je crois qu'une élection, c'est une compétition. Donc, le bureau directeur ne s'est pas présenté. Maintenant, s'ils ne sont pas prêts à me convaincre qu'ils sont les seuls candidats, tu veux qu'ils disent quoi? Jusqu'ici. Donc, pour dire que je crois qu'il faut qu'on soit honnête. On a vu toute la verve, et tout l'engagement, et tout le travail fouillé d'aujourd'hui. Je ne pense pas que le bureau sortant est prêt à déposer. Je pense que le bureau sortant est prêt à continuer. Bon, maintenant, nous, tout ce qu'on demande, nous les techniciens, c'est que le maximum de mécanismes soient mis en place pour que le basketball décolle. Et comme je l'ai si bien dit tout à l'heure quand je disais que je ne voulais pas parler de quelque chose à l'actualité, je le dis toujours. Si on pense vraiment au basketball, la Fédération camerounaise de basketball n'a pas souvent de ressources, même parler d'une élection avec 3 fratricides, avec 3 listes, 4 listes, 50 listes. Si on pense vraiment au basketball, et puisqu'on se connaît tous, qu'on s'enferme dans une chambre d'hôtel là, et puis qu'on distribue les rôles et qu'on soit plus fort, que chacun reste à sa place, chacun joue. Ndiopo habite, moi je coach, et puis je sais pas, tel cherche l'argent, et puis c'est un peu comme ça. Voilà comment moi je pense. Je pense ça. Mais maintenant, si ça n'arrive pas, au moment donné, avec les forces en présence, avec ce que les circulaires, comment dire, les choses vont se classer. Eh bien, on va attendre jusqu'à la présente Salah. On vous a prêté pas mal de choses ces derniers temps, notamment de vous présenter à l'élection à ce poste de président de la fédération. Est-ce que si on peut connaître votre position? Candidat, oui, à la région. Candidat à la région. Voilà. Sans plus. Pour le moment. Ok, c'est une. On va prendre ça pour une annonce, finalement, sur le plateau de Temps Mort ce soir. Et Jules Diopo, vous continuerez de travailler, quel que soit. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes des techniciens. Nous sommes des techniciens. Et
Si le bureau en place le paiement, qui travaille. Donc, pourquoi il permettrait pas? Ça va se faire. C'était que nous avons la main tendue par la fédération, franchement, c'est de bon augure. Oui. Et nous ne pouvons pas aussi nous dédouaner parce qu'on n'a pas des commissions parfaites. Et toutes les recommandations que la fédération a faites à l'endroit des arbitres, toutes les remarques négatives, nous avons travaillé au sein de l'association, au sein du corps des arbitres, pour que toute cette, je vais dire, ces petits couacs, ces petits problèmes de formation, de comportement que la fédération reproche aux arbitres, que de notre côté aussi, nous puissions clarifier, mettre sur pied une commission de discipline, de sanction. Oui. Oui, je crois qu'on a parlé de trop de choses, mais on a sauté une étape. Je crois que on a tous apprécié ces quelques jours l'effort de la fédération pour solliciter quelques composantes qui étaient là. Parce que il me rappelle qu'un jour j'étais très loin, que comme a dit au temps mort, quelqu'un disait que la détente d'or, il ne va pas ceci, il ne va pas cela. Non. Pendant le conseil insisté sur ce mot. Il faudrait que la fédération se débrouille pour solliciter le peu de ressources humaines qu'on a, tous ces démembrements qu'on a. Je crois que ça serait important pour. Donc, c'était pour un peu appuyer, j'étais là. Développer tous les mouvements. Tous les mouvements. Par exemple, la commission des arbitres, qui à un moment était aussi dormante, et là, le bureau directeur a dit que la société l'a fait fonctionner, que les choses se passent. Véritablement. Voilà. Vous êtes prêt donc à utiliser, à solliciter vos commissions, monsieur le secrétaire général, pour la saison prochaine? Nous apprenons aussi nous avons appris de nos lenteurs, de nos erreurs, et c'est pour cela que nous avons rencontré toutes les commissions actives, parce que celles qui ont été rencontrées justement sont celles qui sont actives. Par exemple, on ne va pas rencontrer la commission de corpo et vétérans. C'est un président a été désigné il y a 2 ans. On l'a sollicité 1 ou 2 fois, il n'est même jamais venu à notre rencontre. Pour nous, c'était que ce cas-là. Donc il y a d'autres cas comme ça, où il y aura des commissions, on va dire, à remettre sur pied et à redynamiser. Bien sûr, on va saluer la commission du mini-basket qui aura travaillé véritablement en droit de ligne avec la direction technique nationale pour produire cette charte de l'école camerounaise de mini-basket très étoffée qui, normalement, si cette charte-là est suivie, on devrait avoir le basketball à toutes les catégories, avec chaque leçon au niveau de sa catégorie, et ce sera vraiment pas mal pour l'harmonisation générale. Et donc, merci, messieurs, d'être venus ce soir. On attendra donc finalement que les communications soient faites tant du ministère que des différents bureaux sortant ou voulant entrer, de qui voudra être là. On suivra cela pour vous, amis téléspectateurs. Messieurs, merci d'être venus sur notre plateau de Yaoundé ce soir. Monsieur l'expert, merci infiniment. Merci aussi pour l'invitation. Comme on l'a dit au début, c'est toujours un plaisir de partir loin de Bafang pour venir communiquer un peu sur le basketball. Heureusement, je sens les bonnes mains sur le président de la Ligue du Centre. J'espère qu'il il sera me montrer un peu la ville. Sur ce, merci aussi. Délégué départemental d'espoir et d'éducation physique, il faut le rappeler. Du Plongcam. Rappelons-le au passage. Jules Jopo, merci d'être venu ce soir. Ah oui. Merci pour l'invitation. J'ai venu donner la possibilité de nous exprimer. Et le petit mot de fin, vous n'avez pas, comment je vais dire, donner à manger à votre enfant, le nourrir, et après lui demander lui-même de payer sa scolarité. Donc, je me laisse dans la fédération. Il en a encore au travers de la gorge. Le message est passé. Il y a les grands enfants, il faut le call box, il va les âger. C'est sa scolarité. Ben voilà. Président, merci d'être venu ce soir. C'est toujours un plaisir. C'est votre micro qui nous dira que vous avez répondu. C'est toujours un plaisir. Évidemment. Monsieur le secrétaire général, merci infiniment pour votre présence ce soir. Et puis, bon repos, une semaine assez chargée quand même. Surchargé, vous voulez dire. Non, effectivement, c'est moi qui vous dis merci de nous donner toujours cette occasion
parler de basket avec les basketteurs. Bien sûr. Allez, vous en savez un peu plus maintenant. Vous en savez tout comme nous de tout ce qui s'est passé de ces travaux du conseil d'administration ce samedi dans la ville de Yaoundé, les différentes projections de la fédération. Dans tous les cas, on restera justement les yeux et les oreilles ouverts et accompagner tout cela pour que ça se réalise pour le bien du basketball ce soir. Temps mort, c'est terminé. On peut faire le signe du temps mort, bien évidemment, ce soir. Rendez-vous mardi, 14h pour la rediffusion de cette émission. Lundi pour un nouveau live. Bonne nuit sur STV.